La démocratie en France aujourd'hui, elle ne sert qu'à donner des leçons aux autres pays quand on se permet de faire pire qu'eux. L'État français ne se cache plus au niveau du racisme. Et donc là, on sent vraiment, depuis des années, on parle de racisme systémique, on parle de racisme d'État. Les droits en France ne sont pas du tout respectés. Liberté, égalité, fraternité n'est qu'une réelle utopie. Parce que la police est raciste, c'est un fait. Elle est raciste, c'est comme ça. On leur apprend à l'école à être raciste. Je m'appelle Jérôme Rodriguez et je suis considéré comme un des meneurs du mouvement des Gilets jaunes. Donc je m'appelle Jessica, j'ai 40 ans, j'ai un enfant de 13 ans qui a perdu son papa à l'âge de 4 ans et demi. Son papa a été tué entre les mains de la police. Je suis Fatou Dieng du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng. Je milite depuis l'assassinat de mon frère qui était le 17 juin 2007. Donc Lamine avait 25 ans, il a été tué par clé d'étranglement et plaquage ventral. Donc je suis Mélanie Ngoyegan. Du coup, moi je me fais agresser le 20 avril 2019. Déstabilisé complètement, il a perdu tous ses moyens. Il a été dire comme quoi qu'il préférait maintenant discuter avec la droite ou quoi. Mais... Une manif, je dirais, lambda, gilet jaune, un samedi après-midi qui était l'acte 11. De l'acte 11, on arrive sur place de la Bastille, et puis bon, y a un espèce de mouvement de foule, mais à l'instant où moi je suis présent sur cette place, la place est très calme, et c'est à ce moment-là qu'il y a un mouvement policier qui se met en regroupement, je ne sais pas comment trop expliquer, et puis qui se met à viser un petit groupe au calme avec à la fois des LBD et une grenade, et c'est à ce moment-là que moi je me prends une grenade dans l'œil et qui me crève l'œil. Donc tout ça, ça a été filmé en direct parce que je suis moi-même en direct live sur Facebook, donc on voit à la fois les images de ce qui m'arrive filmé par moi-même, donc on voit les policiers tirer, plus l'ensemble des caméras qu'il y avait un petit peu autour de la place pour pouvoir... qui ont filmé cet événement-là à ce moment-là, quoi. Donc Lamine avait 25 ans, il a été tué par clé d'étranglement et plaquage ventral par la police du 20e, un peu comme pour Amadou Koumé, Cédric Chouviat, Adama Traoré, Jimoni Sissoko et tant d'autres avant lui et après lui. Du coup, moi je me fais agresser le 20 avril 2019. Je ne sais pas que c'est une agression parce que vu que ça se passe de dos et que mes amis et mon mari, on était tous de dos, on ne sait pas ce qui m'est arrivé. Moi, je pensais que c'était une grenade de désencerclement qui était tombée au niveau, du moins un caoutchouc qui m'était tombé au niveau de la nuque et qui m'avait séché. Mais je ne savais pas ce que c'était. Son papa a été tué entre les mains de la police. Il est mort d'un œdème pulmonaire, survenu dans un contexte d'asphyxie, de traumatisme facial et cervical. Il faut savoir que ce soir-là, Amadou avait simplement besoin d'aide. Et au lieu de trouver l'aide dont il avait besoin, il a trouvé la mort. Les policiers ne lui ont laissé aucune chance. Il a subi un étranglement long de plusieurs minutes, suivi d'un plaquage ventral de plus de 6 minutes 30. Lamine, il a été heureux de vivre. Il avait 25 ans. Et le quartier où il a été assassiné, c'est ce quartier qu'il a vu naître. Il est né dans ce quartier, il a grandi dans ce quartier et il est parti de ce quartier comme ça, quoi. Donc c'est lors d'une interpellation, lors d'un contrôle. Donc il a été interpellé pour, je ne sais même pas si c'était une nuisance sonore ou autre, donc les policiers sont arrivés au lieu que les choses se passent autrement, c'est lors de sa interpellation qu'il a été plaqué au sol, maintenu au sol,
étranglé jusqu'à ce qu'il perde la vie. La vidéo est tombée et là on s'est dit non, là c'est encore pire que ce qu'on pensait, vraiment. Ce qu'on voit dans la vidéo est horrible, c'est violent, on voit la mise à mort d'un homme en fait. Il n'y a que quand j'arrive à l'hôpital où je commence à sentir une douleur monter dans mon œil, un petit peu comme quand on se coupe ou quand on se pique, vous savez, ça, on sent le cœur qui bat. Là, j'avais le cœur qui battait comme ça dans l'œil, donc je commence à m'énerver. J'ai aucun médecin qui vient s'occuper de moi. On m'emmène un mec de la sécurité. Donc c'est lui qui en prend plein la tronche parce que je me demande si c'est lui qui va me soigner mon œil. Donc il finit par partir et là je pense que la décision est prise de me sédater pour pouvoir m'endormir tout de suite. Donc j'ai la lumière qui s'éteint à ce moment-là et je ne sais plus ce qui se passe. L'espoir en tout cas de pouvoir retrouver la vue, de ne pas l'avoir perdue en tous les cas. Et puis je pense que ça c'était pour peut-être faire passer un petit peu la chose, mais que c'était déjà prévu, que je ne vois plus rien. Je suis un peu sous le choc parce que du coup, du statut de victime involontaire, on va dire, je passe de... En fait, il m'a ciblé, il m'a choisi, il a fait... Ce policier-là a fait en sorte de me faire ce qu'il m'a fait, en fait. C'est pas une erreur, c'était vraiment quelque chose qu'il a fait consciemment. Donc là, ça devient compliqué dans ma tête. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que je l'ai insulté? Donc il y a tout un processus de culpabilité qui se met en place. Donc on a été les voir eux, avant même d'aller reconnaître et identifier le corps de Lamine, pour qu'ils nous racontent un petit peu qu'est-ce qui s'est passé par rapport à leur PV. Déjà rien que la lecture des PV, donc les procès-verbaux, on a bien vu qu'il y avait des contradictions dans ce qu'eux-mêmes racontaient. Donc tout avait déjà été ficelé, tout avait déjà été monté en mensonge pour justement nous faire croire une version qui n'était pas possible pour nous. Et donc, on nous a expliqué que oui, qu'il a eu un arrêt cardiaque, que c'était dû à un cocktail de cannabis, d'alcool, de drogue. Enfin, toutes les explications qu'il nous donnait ne sonnaient pas bien dans nos oreilles. On s'est dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. M'avoir infligé le coup de matraque en avril, au mois de mai, il reçoit une médaille d'honneur qu'il a décorée pour son service durant les Gilets jaunes. Comme beaucoup de policiers d'ailleurs qui ont fait beaucoup de mal. Je les appelais pas pour autant, quoi. Si jamais, quand on s'est fait cambrioler le garage, pour autant on n'a jamais appelé la police. Parce qu'on savait que voilà, on est des gens racisés et on va appeler la police. Est-ce que c'est pas nous qu'on va accuser? J'avais aucun rapport avec la police avant ça. Maintenant j'en ai peur. La police est de plus en plus militarisée voilà, dans l'espace public. Après, j'ai l'impression que tout dépend de qui dit. Comme ça fait très longtemps déjà qu'on dit que la police tue, la prison tue, et il n'y a que très peu de temps que à la télé, certains politiciens disent la police tue. Donc comme s'il fallait que ça soit dit par quelqu'un d'autre, par des intellectuels ou des politiques pour que ça soit pris en compte. Parce que la police est raciste, c'est un fait. Elle est raciste, c'est comme ça. On leur apprend à l'école à être raciste. Et les policiers qui sont racisés, ils doivent montrer patte blanche, comme on dit. Et donc, ils font encore plus de mal que les autres. C'est très dur de se projeter. Et je crois que j'ai pas très envie. Alors, on ne perd pas un œil. On perd ses clés, on perd un portefeuille. On nous a crevé un œil. Et ça, c'est important. On ne perd pas un œil. C'est pas possible.
Et pourquoi j'ai déménagé avec mon fils? Parce que j'avais besoin de couper. De couper, pour moi, Paris est devenu une ville violente au niveau de sa police. Je ne me voyais pas élever mon fils en sécurité à Paris. J'aurais eu le cœur serré à chaque fois qu'il sortait dans la rue. Ici, à Marseille, la police n'est pas pareille. Il y a un côté plus paternaliste, il y a une autre approche. À Paris, la police est violente, arrogante et méprisante. Rien que l'approche en elle-même n'est pas normale envers leurs concitoyens. Et il y avait aussi ce besoin de fracture pour pouvoir se reconstruire, puisqu'il faut malgré tout continuer à vivre, il ne faut pas sombrer. Et l'effet souvenir aussi. En haut, c'est chargé de souvenirs avec Amadou. Et venir ici, c'est repartir de zéro. C'était important. Comment est-ce qu'aujourd'hui, en France, une personne peut décéder lors d'une interpellation? C'est ça la question surtout. Comment est-ce que c'est possible, quoi? Et surtout que parmi ces policiers, il y avait un gradé, il y avait un formateur, donc ce n'étaient pas des débutants. Ils étaient quand même 8, même s'il n'y avait que 5 qui étaient en appui sur lui, les autres étaient là, sur place. Donc à aucun moment, personne n'a pu dire « attention, il ne respire plus » ou « attention, la technique que vous employez, c'est trop long ». Parce que c'était quand même plus d'une demi-heure sur son corps, quoi. Voilà. Donc en entravant, il y avait des personnes en appui au niveau de l'omoplate, au niveau les pieds qui étaient repliés, plutôt les jambes qui étaient repliées sur le fessier. Enfin, il avait vraiment tous ses points vitaux étaient atteints, quoi, finalement, on va dire. Ils vont sur la fiche de la victime. Si par malheur la victime a un casier ou ce qu'on appelle une inscription au TAJ, qui n'est pas avoir un casier, hein, vont appeler France Presse ou l'agence AFP, vont leur faire un communiqué qu'il s'est passé quelque chose, mais que le mec était potentiellement un voleur, alors que pas du tout, pour légitimer le fait que le policier était dans l'obligation de tirer et de le tuer. Sauf que, par la suite, il s'avère, par exemple, si je prends le cas de Jean-Pascal, c'est ça, à Sevran, Jean-Paul à Sevran, père de 2 enfants, qui a été accusé par la presse et les syndicats de police d'avoir été un voleur de voiture, alors qu'il s'avère que pas du tout. Donc dans la tête des gens, qu'est-ce qui se passe? Eh ben il a eu raison de se faire tuer, il a volé une voiture. Bien fait pour sa tronche. Alors que pas du tout, c'est pas un vol de voiture, c'est une embrouille d'associés. Et là, c'est fini. Le mec, il est mort, accusé d'avoir volé une voiture. Jamais son honneur sera lavé, jamais il n'obtiendra justice vis-à-vis de ses enfants, et ne serait-ce que de sa famille, qui aujourd'hui ont perdu leur papa. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ils ont une telle force, les syndicats de police, pour venir te détruire une victime et de le passer limite à, pas à victime, mais à causeur des faits, à celui qui crée les faits, alors que pas du tout. C'est très compliqué de dire qu'on est respecté en France parce qu'il y a un article de la Constitution qui s'appelle le 49.3 et qui fait que quand on n'est pas d'accord, l'État impose quand même le texte de loi. On a vu ça avec la réforme des retraites, où on a eu un mouvement social énorme, où les gens se sont exprimés, on dit leur mécontentement, on dit qu'ils ne voulaient pas de cette réforme, et l'État a passé cet article qui s'appelle le 49.3. Et parce qu'il est inscrit dans la Constitution, le gouvernement nous dit que c'est constitutionnel et que oui, c'est républicain. Alors qu'en fait, c'est juste nier la voix du peuple. On peut faire des référendums, quoi. Le gouvernement peut faire des référendums, par exemple pour l'euro, il me semble, ou pour l'Union européenne. Les Français avaient voté non et ils ont passé le 49.3 et donc on est rentré quand même avec l'euro. Donc non, on est dans une fausse démocratie à partir du moment où il y a un article de loi qui nous empêche de nous exprimer. On n'est pas en démocratie, on est dans un semblant de démocratie en France, ouais. Donc le gouvernement ne fera rien en tous les cas en termes de dédommagement. Ça va faire aujourd'hui bientôt 5 ans que j'attends justice, que j'attends que les policiers soient jugés, mais il faut savoir que, en tout cas depuis 40 ans en arrière, il n'y a jamais eu aucun policier qui n'a été jugé pour violence policière et qui n'a fait de la prison pour de la violence policière. Et encore moins pour quand un policier a tué quelqu'un en France. Et ça, dans les médias,
je suis considéré comme un barbu terroriste, fiché S, qui n'a jamais rien foutu de sa vie et qui préfère profiter des dividendes de l'État. Allez retrouver du travail avec ça. Que ce soit le ministère de la Justice, en fait, dans ce type d'affaires, il cultive le silence coupable. Moi, j'appelle ça le silence coupable. Ils essaient au maximum d'étouffer les affaires. Si les familles ne parlent pas, ça les arrange. Mais par contre, pour aller prendre position sur ce qui se passe aux États-Unis, ça, ils savent faire. Alors que des George Floyd, ça déborde en France. Il faut d'abord s'occuper de ce qui se passe chez nous avant de s'occuper de ce qui se passe là-bas. Et ça, c'est très important. Les institutions, en fait, sont frileuses parce qu'ils ont peur des syndicats policiers, ils ont peur de leur police, alors que ce n'est pas une solution. Le silence et le déni des violences policières n'est pas une solution. Il y a un problème et il faut le régler parce que le déni allume la mèche. Il faut réfléchir un petit peu. Et c'est bien facile d'aller pointer du doigt des jeunes qui n'en peuvent plus et ne pas se remettre en question. Le problème, c'est que l'État français ne se remet jamais en question sur les questions de violences policières. Alors que parfois, d'avouer qu'il y a un problème et de chercher des solutions ensemble, on ne fustige pas toute la police, c'est pas vrai. Mais certains n'ont plus leur place dans la police française. Et il faut les retirer, ce sont des brebis galeuses qui sont en train de contaminer toute une institution. Et tant qu'on ne réglera pas le problème, on ne cherchera pas au minimum des solutions, on n'avancera pas. Les difficultés, elles ont été mises en place de manière générale sur l'ensemble du mouvement par le gouvernement qui, à défaut de pouvoir répondre à cette population, n'apporte que comme réponse la répression et la violence policière. Donc à l'échelle globale du mouvement, tout le monde en a pris pour son grade, aussi bien en termes de peur, en termes de mutilation, en termes d'emprisonnement, en termes emprisonnement ou de contraindre à ne plus avoir de liberté. On a tous été aujourd'hui victimes de cette répression aujourd'hui en France. À titre personnel, c'est une mutilation d'un œil, donc la perte d'un œil, et des conséquences sociales qui sont énormes en termes de travail, en termes de finances, en termes de santé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par droit? Moi, j'ai l'impression d'avoir plus de devoirs que de droits, en fait. Je me dois d'aller travailler, je dois aller cotiser, je dois payer mes impôts, je dois payer mon loyer, je dois accepter les taxes sans rien dire. Mais des droits, est-ce que j'en ai vraiment? Non, quoi. J'ai plus l'impression d'avoir des devoirs que des droits. Alors, les droits de l'homme, ça me fait rire, les droits des enfants, ça me fait rire. J'y crois plus et j'ai pas l'impression d'avoir encore des droits aujourd'hui, non. L'État français ne se cache plus au niveau du racisme. Et donc là, on sent vraiment, depuis des années, on parle de racisme systémique, on parle de racisme d'État, et que certains ne voulaient pas entendre. Et qui disaient, par exemple, même quand on parle de dictature, ils vont dire non, en France, c'est la démocratie, il n'y a pas de dictature. La dictature, c'est plutôt dans les pays africains, c'est plutôt en Amérique latine. Voilà, tout sauf l'Occident. Et racisme d'État, pareil, ils vont dire non, la France n'est pas raciste. Parce que dans les institutions, il y a des personnes non blanches, il y a des personnes noires, arabes ou autres. Dans la police aussi pareil, mais on parle de l'institution. C'est ça surtout, parce que vu comment on est décrit à la télé, vu les discours qu'il y a contre les personnes qui ne sont pas de la France, contre les personnes qui ne sont pas blanches, c'est compliqué, quoi. Donc oui, je peux avoir peur, oui, c'est même pas pour moi-même, c'est pour ma famille. Il se dit que la justice en France est neutre et indépendante du gouvernement, mais preuve en est que cela est faux et qu'ils sont directement liés et que ça engagerait le gouvernement d'avoir un éventuel tribunal pour moi et pour mes collègues, bien sûr. Il y a une multiplication aujourd'hui des violences policières. Sur l'année 2016-2017, il y a eu 3 éborgnés à cause d'un LBD. De l'année 2018 à août 2019, c'est même pas sur 2 ans, c'est-à-dire sur 1 an et demi, il y en a eu plus 15%. En effet, je pense qu'on a tous des analyses qui sont hyper perso, hyper personnelles, En tout cas, moi, ce que je peux vous livrer me concernant, on est sur un gouvernement, le gouvernement Macron, qui a très peur. Il a peur de tout.
Et vu qu'il fait passer que des réformes qui appauvrissent, il a peur du peuple. Malgré qu'en France, il n'y a pas de justice. Donc on est obligé de faire recours à l'instance internationale pour avoir une reconnaissance. Parce que ce n'est même pas vraiment une justice, c'est une justice à demi. Alors si je me projette, ça va être très très dur parce que moi je milite contre tout ça. Et si je me projette, en vrai, on a perdu quoi. Parce que ça va de plus en plus au niveau totalitaire, plus en plus au niveau sécuritaire. On a de moins en moins d'espace pour pouvoir dire ce qu'on a à dire et lutter contre eux. La démocratie en France aujourd'hui, elle ne sert qu'à donner des leçons aux autres pays quand on se permet de faire pire qu'eux. Voilà à quoi sert la démocratie. Aujourd'hui, la France est la mère patrie des droits de l'homme. Et ces droits de l'homme ne sont même plus respectés. Les principes de pouvoir s'exprimer, on ne reçoit aujourd'hui qu'un œil crevé ou une main en moins. Donc la démocratie aujourd'hui va très très mal en France. Je le répète, on n'est pas en dictature parce qu'on ne pourrait pas se permettre d'avoir ce genre de propos. Mais en tout cas, les droits de l'ensemble des citoyens en France ont tendance à régresser. Ça, c'est une certitude absolue. Et comme je te le répète, le plus dégueulasse, c'est quand on se permet de venir donner des leçons type à l'Iran, et en leur disant que c'est pas bien de crever des yeux aux femmes qui militent pour enlever le voile, pendant que ce temps-là, nous, on nous crève des yeux, voire 2 fois plus que les Iraniens. C'est ça la démocratie? C'est ça, exporter la démocratie dans le monde? Compliqué, quoi.